le soleil de Provence cognait comme un amant jaloux sur la terrasse de l'église Saint-Victor, à Marseille, où les invités s'agitaient déjà d'impatience. Adrien n'était pas là. Et dans l'air chargé d'odeurs de lavande et de sel marin, Léon sentit son cœur se serrer comme une voile déchirée par la tramontane. 5 ex-amants, 5 ombres du passé, réunis par une invitation absurde, attendaient l'homme qui les avait tous brisés et qui, ce jour-là, choisit de les ignorer pour toujours. Léon ajusta sa cravate, un foulard bleu nuit noué à la hâte, en scrutant la foule disparate. Il avait reçu l'invitation 3 mois plus tôt, un carton crème au bord doré, avec ces mots tracés d'une main élégante, « Venez célébrer mon union avec Étienne. Votre présence signifierait tant. » Signifier quoi, exactement? Adrien avait toujours eu ce don pour les phrases ambiguës, ces demi-confidences qui laissaient l'âme en suspens, comme un vin trop jeune qu'on laisse aérer sans fin. Léon, 32 ans, architecte aux lignes droites et aux courbes intérieures tourmentées, avait failli jeter le carton au feu. Mais la curiosité, cette traîtresse, l'avait emporté. Et maintenant, il était là, au milieu d'un cirque cruel. Les autres arrivèrent à un, comme des fantômes invoqués par un rituel maléfique. D'abord, Marc, le premier amour d'Adrien, un professeur d'histoire aux tempes grisonnantes et au sourire fané par les regrets. Il s'approcha de Léon avec une canne en bois d'olivier, frappant le sol pavé de coups secs. « Tu es Léon, n'est-ce pas » murmura-t-il, les yeux plissés derrière ses lunettes rondes. Léon hocha la tête, mal à l'aise. Marc avait été l'ex de l'université, celui qui avait initié Adrien au mystère de la chair et de l'esprit, dans les bibliothèques poussiéreuses de la Sorbonne. Leur rupture avait été un scandale discret, Adrien, trop jeune, trop volage, avait fui vers d'autres horizons. Puis vint Théo, le barman toulousain au tatouage marin qui couvrait ses avant-bras comme des vagues en furie. 28 ans, corps sculpté par les nuits de travail et les jours de surf sur la côte Vermeille. Il serra la main de Léon avec une poigne ferme, mais ses yeux verts trahissaient une vulnérabilité inattendue. Il m'a dit que c'était pour rire, l'invitation. Pour nous montrer qu'il avait tourné la page. Sa voix était rauque, imprégnée d'un accent du sud qui rendait chaque mot plus lourd. Théo avait été l'aventure d'un été, celle des corps moites et des promesses chuchotées sous les pins parasols. Adrien l'avait quitté par un SMS, 3 mots, c'est fini, pardon. Le 4e, Paul, surgit de l'ombre d'un cyprès, un avocat parisien aux épaules larges et au regard d'acier. 40 ans, marié à une femme depuis 5 ans pour apaiser les fantômes familiaux, mais toujours hanté par Adrien, son grand regret. Il nous a tous piégés, grogna Paul en allumant une cigarette, exhalant la fumée comme un dragon blessé. Leur histoire avait été un tourbillon de nuits volées à Paris, entre le Marais et les quais de Seine, jusqu'à ce que Paul craque sous le poids du secret. Adrien avait ri, alors, d'un rire cristallin, « Tu es trop sérieux pour moi. » Enfin, il y eut Simon, le plus jeune, 25 ans, un artiste peintre aux cheveux ébouriffés et aux doigts tachés de cobalt. Il arriva en retard, essoufflé, portant un bouquet de marguerites sauvages cueillies en chemin. « Je pensais que c'était une blague cosmique, » dit-il en s'asseyant sur un banc de pierre, ses yeux bleus embués. Simon avait été la dernière flamme avant Étienne, une idylle lyrique à Lyon, faite de toiles inachevées et de corps enlacés sous la pluie. Adrien l'avait largué au téléphone, en pleine nuit, « Je t'aime, mais pas assez. » Les 5 ex se regardèrent, un cercle improbable sous le clocher roman de l'église. La mariée au nom, le fiancé, Étienne n'était pas encore visible, mais les murmures des invités montaient comme une marée. Léon sentit une nausée familière l'envahir. Ils se rappelaient leur propre histoire, il y a 7 ans, à Montpellier. Adrien, alors étudiant en littérature, aux yeux verts comme la Méditerranée en tempête, l'avait abordé dans un café du centre-ville. « Tu as l'air d'un homme qui construit des rêves », avait-il dit, en posant sa main sur celle de Léon. Ils avaient vécu 6 mois intenses, promenade le long du lait, nuit où les mots d'Adrien tirés de Proust ou de Gide se mêlaient à des caresses fiévreuses. Puis, la trahison, Adrien surpris dans les bras d'un autre, un danseur de flamenco aux hanches ondulantes. C'était une erreur, avait-il plaidé, les larmes aux yeux. Mais les erreurs d'Adrien étaient comme ses poèmes, belles, mais éphémères. « Pourquoi sommes-nous ici » demanda soudain Marc, brisant le silence. Sa voix portait l'autorité d'un professeur face à une classe rebelle. Les autres se tournèrent vers lui, et pour la première fois, Léon vit dans leurs yeux le reflet de sa propre douleur, un mélange de rage et de tendresse inavouée. Théo haussa les épaules. Pour le voir heureux, peut-être. Ou pour nous voir, nous, brisés. Paul ricana, écrasant sa cigarette sous son talon. Il adore les drames. C'est son oxygène. Simon,
le plus doux, secoua la tête. Non, c'est plus que ça. Il nous aime encore, à sa façon tordue. Léon ne dit rien. Son cœur battait la chamade, un tambour de guerre intérieure. Il avait traversé la France pour ça, laissant derrière lui son appartement minimaliste à Bordeaux, ses plans d'immeubles inachevés. Pourquoi? Parce qu'Adrien représentait encore, malgré tout, le chaos qui faisait vibrer son âme d'architecte trop ordonné. Et maintenant, ils étaient 5, unis par un fil invisible de jalousie et de nostalgie. L'horloge de l'église sonna midi. Les invités s'installèrent, un parterre de cousins provençaux en chemise à fleurs et de tantes parisiennes en robe pastel. Étienne apparut enfin, rayonnant dans son costume ivoire, flanqué de sa sœur qui agitait un éventail. Il salua la foule d'un geste théâtral, mais son sourire vacilla quand il croisa le regard de Léon. Il sait, pensa Léon. Il nous a vus tous arriver. La cérémonie commença. Le prêtre, un vieil homme horrible comme des sillons de vigne, entonna les psaumes en latin chantant. Mais Adrien n'était pas là. Les minutes s'étirèrent, gluantes comme le sirop de grenadine. Les murmures devinrent des chuchotements, puis des rumeurs. Étienne, pâle comme un linge, consulta son téléphone discrètement. Ses doigts tremblaient. À la 20e minute, il se leva. Mes amis, mes familles, Adrien a eu un empêchement. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Un empêchement. Quel euphémisme cruel pour l'absence qui rongeait déjà les cœurs. Les invités retinrent leur souffle, mais les 5 ex? Ils échangèrent un regard complice, presque triomphant. Pas de triomphe pour la victoire, mais pour la vérité nue, Adrien fuyait encore. Léon se leva le premier, son corps agissant avant son esprit. Il traversa l'allée centrale, ignorant les regards curieux, et s'approcha d'Étienne. Où est-il? Demanda-t-il simplement, sa voix basse mais ferme. Étienne le toisa, les yeux rougis. Parti. Il a laissé une lettre. Pour moi et pour vous tous, apparemment. Il fouilla dans sa poche et en tira 5 enveloppes identiques, cachetées d'un sceau en cire rouge. Les noms y étaient gravés, Marc, Théo, Paul, Simon, Léon. Le cœur de Léon s'emballa. Il saisit l'enveloppe, ses doigts effleurant ceux d'Étienne dans un geste accidentel qui fit rougir le fiancé abandonné. Les autres se levèrent à leur tour, formant un cortège spectral vers la sortie. Dehors, sous les oliviers centenaires, ils s'assirent en cercle sur l'herbe sèche, déchirant les seaux comme on ouvre une veine. La lettre d'Adrien était un poème en prose, une confession déchirante. Mes amours perdus, vous que j'ai aimés avec la fureur d'un Mistral, je vous ai invités ici non pour vous blesser, mais pour vous libérer. Notre mariage n'était qu'un leurre, une scène pour que vous vous rencontriez, vous, les fragments de mon âme éparpillés. Je pars pour l'Amérique, là où les cœurs battent au rythme des jazz et des regrets effacés. Pardonnez-moi. Ou haïssez-moi. Mais vivez. Les mots dansèrent devant les yeux de Léon, brouillés de larmes qu'il refusa de verser. Marc lut à voix haute, sa voix chevrotante. Théo jura en occitan. Paul froissa le papier, le jetant au loin. Simon pleura ouvertement, ses marguerites tombant en pluie. Et Léon? Il se leva, le vent salé fouettant son visage, et regarda vers la mer, au loin. C'était le début d'une trahison plus grande, non celle d'Adrien, mais celle du destin qui les réunissait ainsi. Mais dans cette douleur, une étincelle naquit. Entre 5 hommes brisés, un fil d'humanité se tissait, fragile mais tenace. Le soir tomba sur Marseille comme un voile de soie noire, parsemé d'étoiles qui semblaient moquer la petite humanité en bas. Les 5 ex s'étaient réfugiés dans un bistrot du Panier, le quartier aux ruelles étroites et aux murs ocre lézardés par le temps. L'endroit s'appelait le Vieux Port Secret, un repère de marins et de poètes où les absinthes vertes coulaient comme des larmes oubliées. Léon commanda un pastis, diluant l'anis avec de l'eau fraîche, observant les volutes se former comme des fantômes dans son verre. Marc, assis en face, déplia la lettre sur la table en zinc, la lissant du plat de la main. Il nous prend pour des pions dans son grand roman personnel, dit-il, les mots acides comme du vinaigre de Kérès. Théo, adossé au mur tagué de graffitis amoureux, vida son verre d'un trait. Et nous? On est censé applaudir? Paul, le plus silencieux depuis l'église, alluma une nouvelle cigarette, inhalant profondément. J'ai toujours su qu'il était un lâche. Mais ça c'est du génie pervers. Simon, lové dans un coin comme un chat blessé, essuya ses yeux avec le dos de sa main tachée de peinture. Il dit qu'il nous libère. Mais de quoi?
De lui? Léon ne répondit pas tout de suite. Son esprit vagabondait vers leur dernière nuit, à Montpellier, sous un ciel d'orage. Adrien, nu sur les draps froissés, avait murmuré « Tu es mon pilier, Léon. Sans toi, je m'effondre. » Mensonge. Adrien n'était qu'un pilier d'hélium, flottant au-dessus des abysses sans jamais y toucher le fond. Pourtant, cette lettre elle portait en elle une vérité nue, une vulnérabilité que Léon n'avait jamais vue chez lui. Les fragments de mon âme. Était-ce une excuse, ou un appel au pardon? Lisons-la encore, proposa Léon enfin, sa voix calme comme un plan d'architecte bien tracé. Les autres hochèrent la tête, et Marc reprit la lecture, sa diction professorale rendant les mots plus poignants. Chères ombres de mes joies passées, j'ai fui parce que l'amour, pour moi, est un feu qui consume sans réchauffer. Vous cinq, vous êtes les braises que j'ai allumées et abandonnées. Marc, tu m'as appris la tendresse des mots anciens. Théo, la sauvagerie des corps libres. Paul, la force des secrets partagés. Simon, la douceur des couleurs inachevées. Léon, l'équilibre des lignes droites dans un monde courbe. Chaque nom était une flèche, transperçant l'auditeur désigné. Théo se leva d'un bond, renversant sa chaise. Salaud! Il nous dissèque comme des spécimens. Sa rage éclata en un cri qui fit tourner les têtes des habitués. Un vieux pêcheur au visage buriné ricana dans sa barbe. L'amour, fiston, c'est comme la mer, ça te noie ou ça te porte. Théo s'effondra sur son siège, le poing serré autour de son verre brisé. Du sang perla sur ses phalanges, une goutte écarlate qui tomba sur la lettre, tachant le nom de Marc. Paul posa une main sur l'épaule de Théo, un geste inattendu de la part de cet homme si raide. Laisse. C'est fini. Mais sa voix tremblait, trahissant le tourbillon intérieur. Lui, le marié hétéro, avait passé des années à étouffer les souvenirs d'Adrien sous des couches de normalité, dîner en famille, promenade avec sa femme Claire, une avocate aux cheveux roux et au rire contagieux. Pourtant, chaque nuit, les rêves le ramenaient au marais, aux lèvres d'Adrien goûtant le vin rouge et le désir interdit. Simon, le plus fragile, se mit à dessiner sur une serviette en papier, ses doigts traçant des lignes fluides, 5 silhouettes entrelacées autour d'un vide central. Et si c'était une chance, murmura-t-il. Les autres le regardèrent, incrédules. Une chance pourquoi? Pour se haïr collectivement, ironisa Marc. Mais Simon secoua la tête, ses boucles dansant. Pour se guérir. Regardez-nous. 5 inconnus liés par le même fantôme. Peut-être qu'Adrien nous a offert un miroir. Léon sentit un frisson le traverser, comme un courant d'air dans un chantier inachevé. Architecte de formation, il voyait le monde en structure, fondation solide, pilier porteur, toit qui protège des tempêtes. Sa vie avec Adrien avait été un échafaudage précaire, beau mais instable. Depuis la rupture, il avait bâti des murs autour de son cœur des immeubles froids à Bordeaux, des plans impeccables qui ne laissaient place à aucune courbe. Mais ici, dans ce bistrot chargé d'odeurs d'huile d'olive et de tabac froid, il entrevoyait une possible reconstruction. Allons le chercher, lança-t-il soudain, les mots sortant comme un défi. Les autres le fixèrent, bouche bée. À l'aéroport? Il a dû prendre un vol pour New York, comme il le dit. Marc secoua la tête. Folie. Mais Théo sourit pour la première fois, un éclat sauvage dans les yeux. Et pourquoi pas? Une dernière chevauchée pour clore le chapitre. Paul hésita, jetant un œil à son téléphone un message de Claire, « Tout va bien ?» Puis hocha la tête. D'accord. Pour une fois, je vis sans calcul. Simon rangea sa serviette dessinée dans sa poche. Comme une toile collective. Ils payèrent l'addition d'un commun accord. Marc insista pour régler, avec l'air d'un oncle bienveillant et se ruèrent vers la vieille Peugeot de Théo, garée de travers dans une ruelle. La nuit marseillaise les enveloppa, les phares balayant les façades Renaissance comme des projecteurs de théâtre. L'aéroport de Marignane était à 1 heure, mais le temps pressait, les vols transatlantiques partaient à l'aube. Dans la voiture, les confessions coulèrent comme un vin trop généreux. Marc raconta comment Adrien l'avait quitté pour un garçon plus jeune, lors d'un congrès à Rome, « J'ai besoin de feu, pas de braise ». Théo avoua les nuits de larmes après leur rupture, surfant seul jusqu'à l'épuisement pour noyer la douleur. Paul murmura son secret le plus lourd, sa femme savait, et l'avait pardonné, mais lui se haïssait pour ça. Simon parla de ses toiles brûlées, des couleurs vives qu'Adrien avait inspirées et qu'il n'avait plus touchées depuis. Léon, au volant à tour de rôle,
garda le silence le plus longtemps. Puis, sur l'autoroute déserte, bordée de platanes centenaires, il lâcha, il m'a appris à aimer les imperfections. Mais je l'ai haï pour ça. Les mots planaient, lourds de non-dits. Pour la première fois, il vit les autres non comme des rivaux, mais comme des échos de sa propre fracture. L'aéroport surgit, un monstre de béton illuminé par des néons bleus. Ils se garèrent en catastrophe, courant vers le terminal des départs. Les guichets Emirates et Air France scintillaient, mais aucune trace d'Adrien. Un agent, une femme aux cheveux courts et au badge Isabelle, secoua la tête. Monsieur Duval ? Parti il y a 2 heures. Vol à F-47 pour New York. 2 heures. Trop tard. Théo frappa le comptoir, un cri étouffé dans la gorge. Mais Léon posa une main sur son bras. Attends. Il se tourna vers les autres, le cœur battant. Et si on ne le cherchait plus ? Et si on rentrait ensemble ? Le silence s'étira, puis Marc sourit, un vrai sourire, ridé et sage. Peut-être que la trahison d'Adrien est le début de notre histoire. Ils sortirent dans l'aube naissante, le soleil levant peignant la mer d'or. Pas de poursuite. Juste 5 hommes, unis par l'absence, marchant vers une voiture qui les ramènerait à Marseille et peut-être, à une guérison inattendue. Les jours suivants s'écoulèrent comme un vin doux amer, un sauterne qu'on savoure goutte à goutte pour en extraire l'essence. Les 5 ex ne se quittèrent pas tout de suite. Au contraire, une étrange alchimie les retint à Marseille, dans un appartement loué à la hâte au Vieux-Port, un duplex au plafond voûté, avec vue sur les mâts des bateaux qui dansaient au gré des vagues. C'était l'idée de Simon, transformons ce chaos en article. Restons une semaine, comme une retraite. Les autres avaient acquiescé, emportés par le courant. Léon se chargea des plans pratiques meubles d'occasion, course au marché de Noailles, où les épices orientales se mêlaient aux cris des marchands provençaux. Il aimait cette structure, ce rôle de bâtisseur qui masquait son tumulte intérieur. Chaque matin, il se réveillait le premier, café noir à la main, observant les autres dormir, Marc ronflant doucement sur le canapé, un livre ouvert sur la poitrine, Théo étendu comme un lion repu, tatouage luisant de sueur, Paul assis en tailleur, méditant face à la fenêtre, Simon griffonnant des croquis dans son carnet, les yeux mi-clos. La première nuit, les tensions éclatèrent. Autour d'une table chargée de tapenades, d'olives noires et de baguettes croustillantes, Paul accusa, Adrien nous a jetés en pâture pour son ego. Et nous, on joue les survivants heureux. Sa voix claqua comme un fouet, faisant sursauter Simon. Théo riposta, les poings serrés, mieux que toi, qui vis dans le placard. Au moins, j'assume mes cicatrices. Marc tenta de modérer, citant Camus, dans L'homme absurde, il y a la révolte. Mais Léon, sentant la tempête monter, tapa du poing sur la table. Assez. Il nous a trahis, oui. Mais regardez-nous, 5 solitudes qui se cognent. Si on se déchire, il gagne. Le silence tomba, épais comme la brume matinale sur le port. Puis Simon se leva, déroulant sa serviette dessinée de l'église. Dessus, 5 figures entrelacées formaient un mandala brisé, au centre un espace vide comme une signature absente. C'est ça, notre Otrao. Pas Adrien. Nous. Les yeux s'attendrirent. Théo posa une main sur l'épaule de Paul, un geste maladroit mais sincère. Désolé, mec. T'as raison de te cacher, parfois. La vie est pas toujours un surf géant. Les jours suivants furent une danse hésitante entre confession et silence complice. Marc organisa des lectures au bord de la mer, sur la plage du Prado, des extraits de Les Chants de Maldoror de Lautréamont, pour exorciser les démons poétiques d'Adrien. Sa voix, grave et modulée, captivait, et Léon s'étonna de voir Théo, le barman bourru, écouter avec une attention presque enfantine. Paul, libéré par l'anonymat de cette bulle, raconta sa double vie, les dîners tendres avec Claire, contrastant avec les nuits volées où il imaginait Adrien. Elle sait, avoua-t-il un soir, les yeux fixés sur l'horizon. Et elle m'aime quand même. C'est ça, l'amour vrai. Pas les feux d'artifice. Théo, à son tour, ouvrit son cœur lors d'une sortie en bateau, louée pour une après-midi au large des Calanques. Le sel piquait la peau, le vent gonflait les voiles. J'ai failli me noyer, une fois, après lui. Pas littéralement, mais dans l'alcool, les mecs d'un soir. Il montra une cicatrice sur son torse, souvenir d'une bagarre de bar. Simon, peignant l'eau turquoise sur un chevalet improvisé, ajouta doucement, moi, j'ai arrêté de peindre. Tout était gris sans ses couleurs.
Léon, à la barre, sentit une larme couler, salée comme la mer. Il parla enfin de son propre vide, les immeubles qu'il concevait sans âme, les nuits solitaires où il relisait leurs lettres d'amour, jaunies par le temps. Au milieu de cette intimité naissante, le conflit surgit, inévitable comme une lame de fond. Ce fut le 4e soir, lors d'un dîner improvisé sur le balcon, anchois frits, aïoli crémeux, vin rosé de cassis. Une dispute éclata sur Adrien. Était-il un monstre ou un génie tourmenté? Paul, éméché, lança, il nous a utilisés, tous. Comme des muses jetables. Théo bondit, et toi, t'étais quoi? Son amant caché, pendant que t'avais une bague au doigt. Les mots fusèrent, blessants, révélant les jalousies enfouies. Marc tenta de calmer, mais Simon, d'habitude si doux, craqua, arrêtez. Vous êtes comme lui, à tout détruire. Léon intervint, la voix brisée, c'est notre trahison à nous, maintenant. On se bat pour un fantôme, au lieu de se voir, vraiment. Il se leva, quitta le balcon, descendant vers le port dans la nuit tiède. Les autres le suivirent, penauds, le rattrapant sur les quais où les pêcheurs rentraient leurs filets. Là, sous les lumières jaunâtres des lampadaires, Paul s'excusa le premier, serrant Théo dans ses bras à un étau d'homme à homme, sans mots superflus. Simon pleura contre l'épaule de Marc, qui le berça comme un père. Et Léon? Il resta en retrait, jusqu'à ce que Théo l'attire dans le cercle, leurs fronts se touchant dans un pacte muet. Cette nuit-là, pour la première fois, ils dormirent ensemble non pas dans la chair, mais dans l'âme, un lit king size partagé, des corps côte à côte, respiration synchronisée comme une marée. Le romantisme n'était pas dans les baisers volés, mais dans cette vulnérabilité partagée, cette humanité brute qui pansait les plaies. Pourtant, le climax approchait. Le 6e jour, une lettre arriva au nom d'Adrien, mais d'Étienne. Il les invita chez lui, dans une villa perchée sur les hauteurs d'Aloche, pour clore le chapitre. Les 5 montèrent en convoi, cœur serré. Étienne les reçut, les yeux cernés, un verre de pastis à la main. Il m'a quitté par mail, hier. Avant le vol. Je ne peux pas t'enchaîner à mon chaos. Sa voix se cassa, et il leur montra des photos, Adrien et lui, riant à Paris, à Rome, à Lisbonne. Des fragments d'une vie qui aurait pu être. Le choc fut électrique. Théo hurla, renversant une lampe. Paul s'effondra en sanglots, appelant Claire au téléphone pour la première fois depuis des jours. Marc cita Baudelaire, un poème sur les fleurs du mal. Simon dessina frénétiquement sur un mur blanc, un cœur brisé en 1000 éclats. Et Léon, face à Étienne, vit son propre reflet à un autre abandonné. Il nous a tous trahis, murmura-t-il. Mais en nous réunissant, il nous a sauvés. La révélation frappa comme un éclair, la trahison d'Adrien n'était pas un poison, mais un catalyseur. Étienne, ému, les serra dans ses bras, 6 cœurs battant à l'unisson. Rester pour dîner. Pour vivre. La villa d'Étienne devint un sanctuaire improvisé, un havre où les murs de pierre blonde absorbaient les échos des rires et des pleurs. Les jours s'étirèrent en une semaine supplémentaire, un interlude provençal où le temps semblait suspendu comme les guirlandes de jasmin dans le jardin. Léon, qui avait prévu de rentrer à Bordeaux, trouva des excuses, un projet reporté, un appel à son bureau qui l'écourta d'un « je reviens bientôt ». Les autres firent de même. Marc annula un séminaire à la fac, Théo ferma son bar pour une quinzaine, Paul négocia du télétravail avec Claire, qui, curieusement, l'encouragea, vite à vérité, mon amour, Simon commanda des toiles en urgence. Étienne, lui, pleurait encore la nuit, mais le jour, il cuisinait des bouillabaisse fumantes, ses mains tremblantes se raffermissant à chaque oignon émincé. C'est dans ce cocon que l'amour, ce farceur, commença à tisser ses fils subtils. Pas un amour hollywoodien, avec déclaration sous la lune et baiser passionné au nom, un amour français, nuancé, fait de regards volés et de silences complices. Léon le sentit le premier avec Théo, lors d'une randonnée dans les Calanques, sous un soleil impitoyable qui faisait scintiller les roches blanches comme du sel pur. Théo, torse nu, escaladait les sentiers avec l'agilité d'un cabri, ses tatouages ondulants comme des vagues vivantes. Léon, plus mesuré, trébucha sur une pierre, et Théo le rattrapa, leur corps se pressant un instant trop long. T'es pas fait pour les hauteurs, architecte, taquina Théo, mais ses yeux verts disaient autre chose, une invitation à plonger. Ce soir-là, autour du feu de camp dans le jardin, flamme crépitante léchant l'air embaumé de thym sauvage, Théo s'assit près de Léon. Leurs épaules se touchèrent, un contact anodin qui envoya des frissons le long de l'échine de Léon. T'as déjà pensé que peut-être, Adrien était le pont, murmura Théo.
Léon hocha la tête, le cœur cognant. Un pont branlant, mais oui. Il nous a menés ici. Leurs mains se frôlèrent, puis s'entrelacèrent, naturelles comme une branche qui pousse. Pas de mots. Juste ce geste, et le craquement du bois qui approuvait. Marc et Simon, de leur côté, trouvèrent une tendresse plus intellectuelle, plus cérébrale. Dans la bibliothèque de la villa, entourée de reliures en cuir et d'odeurs de papier ancien, ils passaient des après-midi à débattre, Marc citant Gide et son Corydon, plaidoyer pour l'amour grec, Simon esquissant des illustrations pour les passages, ses pinceaux dansant sur le papier comme des libellules. Un jour, alors que la lumière rasante filtrait par les volets mi-clos, Simon posa son pinceau et embrassa Marc, un baiser timide, expérimental, qui se mua en exploration douce. « Tu m'apprends les mots, je t'apprends les couleurs », souffla Simon. Marc, ému aux larmes, répondit, « Ensemble, on fait un arc-en-ciel. » Paul, le plus en retrait, lutta contre ses démons. Il appelait Claire chaque soir, sa voix un fil tendu entre Provence et Paris. « Je les aime, tous », confia-t-il un soir à Étienne, lors d'une promenade sous les pins parasols. Pas comme des amants, mais comme des frères d'armes. Étienne, qui avait commencé à peindre avec Simon pour exorciser sa peine, posa une main sur son bras. « Et moi » demanda-t-il, mi-sérieux, mi-plaisantant. Paul rit, un rire libérateur. « Toi, tu es le 6e. Le nôtre ?» Leur amitié se teinta d'une ambiguïté chaleureuse, un flirt sans pression, où les regards disaient « je te vois, vraiment ». Mais le conflit, ce fidèle compagnon, revint hanter le groupe. Il surgit lors d'une soirée dansante improvisée, au son d'un gramophone crachotant du Piaf et du Brel. Le vin coulait, les corps se frôlaient dans le salon au tapis persan. Théo, saoul de rosée, attira Léon dans un slow maladroit, leurs hanches se heurtant. « T'es à moi, maintenant » murmura-t-il, jaloux d'un regard que Léon avait jeté à Paul plus tôt. Léon recula, blessé. « À personne. On est libre, souviens-toi. » La dispute éclata dehors, sous les étoiles, Théo accusant Léon de froideur, Léon reprochant à Théo son impulsivité. Les cris attirèrent les autres, Marc sépara, Simon pleura, Paul et Étienne restèrent muets, témoins d'une fracture naissante. « On recommence tout », décida Léon le lendemain, lors d'un petit déjeuner silencieux, croissant tiède, confiture de figues, café au lait fumant. Pas pour Adrien. Pour nous. Ils pactisèrent, une sortie par jour, un secret partagé par soir. La guérison s'amorça ainsi, laborieuse mais authentique. Théo et Léon se réconcilièrent lors d'une plongée en apnée dans une crique turquoise, leurs corps nus dans l'eau claire, se tenant la main sous la surface comme pour sceller une promesse sous-marine. Marc et Simon composèrent un recueil, Poèmes illustrés, un hommage aux amours brisés. Paul écrivit une lettre à Claire, l'invitant à rejoindre le groupe où elle arriva 2 jours plus tard, cheveux au vent, sourire radieux, et embrassa Paul devant tous, un baiser qui dissipa les ombres. Étienne, au centre de ce tourbillon, fleurit. Il confia à Léon, un soir sur la terrasse, « J'ai cru que c'était la fin. Mais c'est un nouveau chapitre. Sans lui. » Léon, regardant la mer noire qui l'appelle les falaises, répondit, « L'amour n'est pas possession. C'est ce qu'on laisse derrière. » Leur conversation glissa vers l'intime, Étienne avoua son attirance pour Paul, Léon parla de son trouble pour Théo. Pas de jalousie. Juste une toile tissée de fils multicolores. Pourtant, le pic émotionnel vint avec l'arrivée d'une nouvelle, un mail d'Adrien, envoyé à tous depuis New York. « J'ai atterri. La ville est un chaos magnifique. Je vous imagine, réunis, et ça me guérit. Merci de m'avoir aimé. Adieu. » Les larmes coulèrent, collectives, cathartiques. Théo le maudit, Simon le pleura, Marc l'analysa, Paul le pardonna, Étienne le bénit, Léon sourit. Il est parti. Nous, on reste. Dans cette absence, l'amour romantique s'épanouit, Léon et Théo s'embrassèrent pour la première fois sous un olivier millénaire, un baiser salé de mer et de désir contenu. Marc et Simon se promenèrent main dans la main à Aix-en-Provence, visitant les ateliers de Cézanne. Paul et Claire, renforcés, dansèrent nus sous la pluie d'où, tandis qu'Étienne les regardait, un sourire paisible aux lèvres. La trahison d'Adrien n'était plus une plaie, mais une cicatrice honorable marque d'une vie vécute, aimée, survivée. La semaine s'acheva sur une note de sérénité douce, comme un coucher de soleil sur la Camargue, rose et orangé se fondant dans le bleu infini. Les 5 ex plus Étienne et Claire, désormais partie intégrante du cercle organisèrent une cérémonie symbolique dans le jardin de la villa.
Pas de prêtre, pas de vœux solennels, juste un feu de joie où ils jetèrent les lettres d'Adrien, les photos jaunies, les regrets accumulés. Les flammes léchèrent le papier, libérant des volutes qui s'élevèrent vers les étoiles, comme des âmes en paix. Léon, tenant la main de Théo, sentit une plénitude nouvelle l'envahir. Leur relation, naissante et fragile, n'était pas un feu d'artifice adrinien, mais un foyer stable, des matins où Théo préparait des omelettes aux herbes, Léon traçant des plans d'une maison commune, peut-être à Toulouse, au bord de la Garonne. On construit ensemble, murmura Théo un soir, embrassant la tempe de Léon. Pas de pilier branlant. Léon rit, un son clair qu'il n'avait pas entendu en lui depuis des années. Marc et Simon, eux, partirent pour un voyage, Paris d'abord, puis la Toscane, pour peindre et écrire. Leur amour était une symphonie lente, faite de discussions jusqu'à l'aube et de caresses paresseuses. « Tu es ma muse éternelle », dit Marc en offrant à Simon un volume rare de Verlaine. Simon, les yeux brillants, répondit par un tableau, deux silhouettes enlacées sous un ciel de Provence, titres fragments réunis. Paul rentra à Paris avec Claire, leur mariage renforcé par cette odyssée. « Tu m'as sauvé », confia-t-il à Léon lors des adieux, une accolade d'ours. Claire, intuitive et forte, serra la main de tous, l'amour n'a pas de genre. Juste des cœurs. Ils promirent des retrouvailles, Noël partagé, été en Camargue avec chevaux blancs et flamants roses. Étienne choisit de rester à Marseille, transformant la villa en maison d'hôte pour âmes égarées au Le Havre des Cœurs, un nom poétique qui fit rire le groupe. Il peignait maintenant seul, des toiles abstraites où le bleu d'Adrien se muait en vers apaisants. « Je suis entier », dit-il lors de la dernière soirée, un banquet de daube provençale et de calisson, sous une treille lourde de raisins. « Grâce à vous. » Les adieux furent larmoyants mais joyeux, sur le quai de la gare Saint-Charles, où les trains pour Bordeaux, Toulouse, Paris et Lyon attendaient comme des promesses. Étreintes, numéros échangés, vœux de fidélité au cercle. Léon, montant dans son TGV avec Théo à ses côtés, regarda Marseille s'éloigner, la basilique Notre-Dame de la Garde veillant sur la ville comme une madone protectrice. Le train filait, paysage de garrigues et de vignes défilant aux fenêtres. Des mois passèrent. Les mets et appels plurent, Marc et Simon exposaient à Lyon, un succès critique. Paul et Claire annonçaient un bébé, un petit garçon prénommé Adrien en hommage ironique, pour exorciser le fantôme. Théo ouvrait un bar à vagues à Bordeaux, Léon concevant son architecture. Étienne envoyait des photos de coucher de soleil, Claire des selfies de ventre arrondi. Un an jour pour jour après le mariage manqué, ils se réunirent à l'église Saint-Victor. Pas pour un union, mais pour une célébration, un pique-nique sur l'herbe, avec pastis, boules et rire. Léon et Théo, désormais pacsés, dansèrent un slow sur la vie en rose. Marc récita un poème original, Simon exposa des toiles du groupe. Paul leva son verre, à la trahison qui nous a sauvés. Adrien. Une carte postale arriva sporadiquement, de Brooklyn, Jolie Whitman. Vous me manquez, mais je suis fier. Ils pardonnèrent, non par oubli, mais par croissance. La vie, cette grande architecte, avait redressé les lignes courbes. Dans le crépuscule provençal, Léon serra Théo contre lui. L'amour, c'est ça, des fragments qui s'assemblent en cathédrale. Théo sourit, embrassant son cou. Et toi, mon pilier. Sous les étoiles, 5 heures non, 7, avec Claire et le petit avenir battaient à l'unisson. Une humanité tissée de drame et de tendresse, où la trahison n'était qu'un chapitre, et l'amour, l'éternel épilogue.